À Minneapolis, découvrez les Buick chez Swanberg et Shippey Buick Company à l'angle de University et Hennepin ou chez Win Stevens Buick Town au 2370 South Highway Cent. Aujourd'hui, le député du Minnesota William Frenzel et 14 autres républicains ont écrit au président Nixon pour exprimer leur inquiétude sur les bombardements à haute altitude en Asie du Sud-Est, jugés non liés à la défense contre l'invasion actuelle du Sud. Frenzel a déclaré que cela signifiait les bombardements des B-52 au-dessus du Nord-Vietnam, ajoutant que cela nous fait passer pour l'agresseur. Le président Richard Nixon et le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger ont lutté pour instaurer la paix entre le Sud-Vietnam et les forces communistes du Nord-Vietnam. Alors que la présence américaine au Vietnam diminue, il y a enfin de l'espoir de voir la guerre prendre fin. C'est l'année où la guerre du Vietnam connaît un faux départ vers la paix. C'est aussi l'année où un président dépassé commence sa propre chute en disgrâce. Après le témoignage des 3 prisonniers de guerre libérés et les rapports sur de multiples décès de prisonniers, il ne fait aucun doute des abus infligés par les geôliers nord-vietnamiens. Les renseignements indiquent que Son Tay, un petit camp situé à 37 km à l'ouest de Hanoï, détient environ 55 prisonniers de guerre. Il se trouve au cœur du Nord-Vietnam et est entouré par des milliers de soldats nord-vietnamiens. Le président Richard Nixon s'adresse au Pentagone pour mettre en œuvre une opération de sauvetage audacieuse. Le général Donald D. Blackburn, assistant spécial auprès du général d'armée Earl G. Wheeler, président des chefs d'état-major interarmés, est prêt à relever le défi de l'organiser. Il collabore avec la Agence du renseignement de la défense, l'Agence de sécurité nationale et la CIA dans une opération sans précédent. En juillet 1970, les chefs d'état-major interarmés donnent leur approbation. La mission ultra-secrète nécessitera la coopération de plusieurs branches des forces armées, l'armée de l'air, les forces spéciales de l'armée de terre et la marine. Les équipes, comprenant 56 soldats des forces spéciales soigneusement sélectionnés et uniquement volontaires pour cette mission, s'entraînent dans une réplique grandeur nature de Son Tay à la base aérienne d'Eglin, en Floride. Leur entraînement secret commence le 20 août et ils totaliseront 1000 heures d'entraînement. L'armée de l'air est sous le commandement du général de brigade Leroy G. Manor et l'armée de terre sous celui du colonel Arthur Dibal Simmons. Leur plan est à la fois audacieux et téméraire. L'assaut de l'armée de l'air consistera à transporter les soldats des forces spéciales de nuit pour attaquer les troupes ennemies au sol, libérer les prisonniers, puis s'échapper en hélicoptère. L'armée de l'air fournira des tirs offensifs et de suppression, tandis que les avions de la marine créeront une diversion à proximité avec des fusées éclairantes. 20 novembre 1970. L'entraînement intensif des soldats va bientôt porter ses fruits. Depuis un site en Thaïlande, 5 petits avions d'attaque, 2 appareils de soutien et 6 hélicoptères décollent sous le couvert de la nuit. Il est 2h18 lorsque les hélicoptères arrivent à Son Tay. Des fusées éclairantes illuminent le ciel nocturne, tandis qu'un hélicoptère détruit les tours de garde et décime les baraquements sous une pluie de tirs de mitrailleuses. Un autre hélicoptère fait quelque chose d'inattendu. Il s'écrase intentionnellement au milieu du camp et libère son groupe de bérets verts. Il se précipite vers les cellules pour secourir les prisonniers de guerre captifs, tandis qu'un autre hélicoptère atterrit à l'extérieur du camp pour assurer des tirs offensifs et déposer d'autres bérets verts. Le 4e hélicoptère atterrit accidentellement dans un autre complexe, désorienté par le brouillard, et les bérets verts s'engagent dans une fusillade avec les forces nord-vietnamiennes. Il n'y a aucune victime. Alors que des équipes de 2 hommes se précipitent pour vérifier les cellules, la triste vérité est transmise au général Manor à son poste de commandement. Fouille terminée, rien à signaler. Il n'y a aucun prisonnier dans la prison de Son Tay.
L'ensemble du raid ne dure que 28 minutes sans aucune perte américaine. Les seules blessures sont une légère blessure à la cuisse et une cheville cassée chez 2 des assaillants. 42 gardes nord-vietnamiens sont tués. Un missile solaire nord-vietnamien atteint sa cible et détruit un F-105. Les 2 membres d'équipage sautent à temps et sont secourus par 2 des hélicoptères. L'opération Ivory Coast est considérée comme un échec par beaucoup, y compris les médias américains. La préparation et l'entraînement intensif ont conduit à une mission stratégiquement réussie, la faiblesse résidant dans le renseignement américain. Plus tôt, le 3 octobre, la reconnaissance a détecté une baisse d'activité. Des photos montraient un peu des mauvaises herbes poussant là où les prisonniers de guerre passèrent habituellement. Les photos montraient aussi que Son Tay était abandonné, menant à des spéculations sur la détention disciplinaire des prisonniers de guerre. Des films ultérieurs ont contredit cela et ont montré une nette augmentation de l'activité. La crainte des critiques est que l'échec de la mission de sauvetage pousse les Nord-Vietnamiens à abuser davantage, voire à exécuter leurs prisonniers de guerre. En fait, l'effet est tout le contraire. En les forçant à regrouper les camps de prisonniers de guerre comme mesure préventive, les prisonniers bénéficient de meilleures conditions. Au Hanoi Hilton, les prisonniers de guerre sont placés dans un bloc commun pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes chacun et commencent à recevoir un meilleur traitement de la part de leur geôlier. En novembre 1970, les forces spéciales de l'armée ont attaqué un camp à Son Tay, à environ 30 km à l'ouest de Hanoï. Ils sont entrés là-bas. Nous avions été évacués quelques mois plus tôt à cause d'une inondation, puis la mousson est arrivée. Ils refusaient de faire voler des jets au-dessus du camp, craignant de révéler un raid. Donc, ils ne savaient pas que le camp avait été évacué. Mais la route sera encore longue pour les prisonniers de guerre. La piste Ho Chi Minh. Elle traverse le sud-ouest du Nord-Vietnam, passe par le Laos et entre dans l'ouest du Sud-Vietnam. C'est la voie d'approvisionnement par laquelle les Nord-Vietnamiens acheminent des fournitures au Viet Cong. Depuis 1966, 100 000 tonnes de nourriture, 630 000 hommes, 400 000 armes et 50 000 tonnes de munitions ont emprunté la piste. Les communistes, ne pouvant plus utiliser le Cambodge comme refuge et port d'approvisionnement, d'où provenaient 70% de leurs ressources, ne disposent de plus que du Laos via la piste Ho Chi Minh. Avec le Cambodge éliminé comme refuge et source de ressources, les autorités américaines à Saïgon comprennent que le moment est venu de retirer le Laos du jeu, tant que les ressources et les troupes américaines sont encore au Vietnam. Ajoutez à cela une augmentation alarmante de l'activité communiste sur la piste Ho Chi Minh, ce qui indique une attaque planifiée des Nord-Vietnamiens. Le 8 décembre, le commandement de l'assistance militaire au Vietnam répond à une demande des chefs d'état-major interarmés d'envisager une attaque contre le Laos. Ils reçoivent l'autorisation le 7 janvier et entament une session de planification rapide de seulement quelques semaines entre les commandements américains et sud-vietnamiens. De manière générale, je n'étais pas impressionné par la RVN, l'armée du Vietnam. Ils étaient en grande partie relégués à la patrouille dans les plaines. Et les rares fois où, lorsque j'étais pilote de Slick, les Slick étaient nos hélicoptères d'assaut qui emmenaient les troupes dans la jungle, les ravitaillaient, puis les extrayaient de la jungle quand c'était nécessaire. Les rares fois où nous avons transporté les troupes de la RVN, nous devions pratiquement tout retirer de l'appareil. Cela pouvait être volé parce qu'ils allaient et prenaient tout ce qui se trouvait sur l'appareil et qui pouvait être volé. Ils étaient probablement, vous savez, lésés par leur propre gouvernement, mais c'était, vous savez, quand nous nous occupions d'eux, vous savez, j'ai eu le sentiment qu'ils nous ont trahis sur ce point. Ce sera une opération à 2 volets. Les forces militaires américaines suivent l'opération Dewey Canyon 2, menée au Sud-Vietnam en raison des amendements Cooper Church qui interdisaient aux forces d'entrer au Laos.
La branche sud-vietnamienne de l'opération sera Lam Son, 719 nommé, d'après le lieu de naissance du légendaire patriote vietnamien Le Loy, 7. 19 vient de l'année 1971 et de la route vitale numéro 9. La base de combat abandonnée de Khe Sanh sera le centre nerveux de l'assaut. La route numéro 9, menant à Khe Sanh, sera dégagée par les ingénieurs pour que les Sud-Vietnamiens puissent l'utiliser lors de leur assaut. Le plan prévoit que les forces américaines au Sud-Vietnam gardent la frontière depuis l'intérieur du Sud-Vietnam et créeront des diversions. L'armée sud-vietnamienne attaquera ensuite la ville de Lao Chinh, Chep Pony, considérée comme le centre névralgique de la base nord-vietnamienne 604. Enfin, les Sud-Vietnamiens mèneront des missions de recherche et de destruction à l'intérieur de Tet Chpony et, une fois terminés, ils retourneront au Sud-Vietnam. Pour contourner l'amendement Cooper Church, l'artillerie américaine apportera un soutien direct du côté sud-vietnamien de la frontière laotienne, tandis que le soutien aérien sera assuré en dehors de la base de Khe Sanh. La route 9 vers le Laos est sécurisée jusqu'à la frontière laotienne au 5 février et une nouvelle piste d'atterrissage est construite et prête à être opérationnelle au 15 février. Pendant ce temps, la 101e division aéroportée lance une attaque de diversion loin de Khe Sanh pour détourner l'attention du Nord-Vietnam. Les troupes nord-vietnamiennes, dans la zone de base 604, sont estimées à 22 000. 8 février 1970. Cela commence avec une force opérationnelle sud-vietnamienne de 4000 hommes, composée de blindés et d'infanterie, avançant vers l'ouest sur la route 9 jusqu'au Laos sans être inquiétés. Leur flanc nord est couvert par des éléments aéroportés et des Rangers au nord. 2 bataillons de Rangers sont acheminés par avion vers des zones d'atterrissage servant de zone d'alerte précoce contre les incursions nord-vietnamiennes. La première division d'infanterie couvre le flanc sud de l'avancée dans plusieurs zones d'atterrissage. Cela ne reste pas paisible très longtemps. Les hélicoptères de soutien aérien américains subissent des tirs d'artillerie et de mitrailleuses nord-vietnamiennes. Les mauvaises conditions de la route 9 rendent impossible la circulation de tout véhicule autre que les véhicules chenillés. Les forces blindées atteignent leur objectif le 11 février, établissant une base de feu à Ha Lui, à 20 km à l'intérieur du Laos sur la route 9, où elles installent le commandement central de l'opération. Alors que les forces sud-vietnamiennes attendent l'ordre d'avancer, un temps précieux est perdu, permettant aux Nord-Vietnamiens d'acheminer d'importants renforts de troupes. Les communistes sont maintenus occupés par une force navale américaine au large des côtes du Nord-Vietnam qui semble préparer un débarquement amphibie à 20 km de la ville de Vinh. Ils comprennent rapidement les actions des Sud-Vietnamiens au Laos et déplacent 36 000 soldats dans la région de Chep Pony d'ici mars. Les Sud-Vietnamiens sont en infériorité numérique, 2 contre 1. Le 18 février, les forces nord-vietnamiennes commencent à attaquer les bases de feu. D'abord, ils les pilonnent avec de l'artillerie antiaérienne à longue portée, puis ils terminent le travail avec des troupes au sol. Après 3 jours de combat, le 39e bataillon de Rangers de la RVN tue plus de 600 soldats nord-vietnamiens, mais 75% des Rangers survivent et se replient. Pendant ce temps, le président sud-vietnamien Chu et le général Lam décident de détourner immédiatement les opérations vers Chep Pony. Beaucoup pensent qu'une victoire à Chep Pony était l'objectif de Chu depuis le début. Ce serait symbolique et cela renforcerait son image en vue des prochaines élections. Le 3 mars, des éléments de la première division sont transportés par hélicoptère vers 2 bases de feu et une zone d'atterrissage. Les dégâts subis par les bataillons d'aviation sont catastrophiques. 11 hélicoptères sont abattus et 44 autres endommagés lors du transport d'un seul bataillon. Le 6 mars, 276 hélicoptères, protégés par des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse, ont transporté 2 bataillons de Khe Sanh à Chep Pony.
C'est l'assaut héliporté le plus important de la guerre. Lorsque les forces sud-vietnamiennes arrivent à Sheponi, tout ce qu'elles trouvent, ce sont les corps de soldats nord-vietnamiens, tués par des frappes aériennes. Les forces sud-vietnamiennes battent en retraite sous la pression croissante des nord-vietnamiens. À la fin de la bataille, 7682 sud-vietnamiens sont tués. 215 soldats américains, plus de 100 hélicoptères sont perdus et 600 endommagés. On estime que le Nord-Vietnam a perdu 20 000 hommes à cause des bombardements américains. Peut-être que le plus grand ennemi de l'opération fut les médias, qui ont découvert l'histoire très tôt et ont laissé filtrer l'information, ainsi que l'insubordination au sein de l'armée sud-vietnamienne. Néanmoins, l'opération Lam Son Sept 119 était une opération sud-vietnamienne menée sans conseiller américain et considérée comme une étape vers la vietnamisation de Nixon. Le 23 avril 1971, l'adjudant de l'armée Fred Behrens, parachutiste, entreprend une mission d'hélicoptère fatidique pour sauver des soldats américains blessés. C'était une mission au contact de l'ennemi, ce qui signifiait que les hommes au sol étaient en contact avec l'ennemi. Avec la couverture aérienne des hélicoptères Cobra, Behrens et son équipage jouent gros. Lors de son deuxième passage pour évacuer les blessés, il se retrouvera parmi eux. Nous avons atterri et tout le monde est monté dans l'appareil qui était au sol. Et quand je l'ai fait monter en stationnaire à bonne hauteur, j'ai été touché à la cheville gauche et ça a arraché mon pied gauche de la pédale de commande. Et nous sommes partis dans une violente vrille vers la droite. La douleur était intense et j'ai remis mon pied sur la pédale mais je ne sentais rien. Mais j'ai senti mon pied droit remonter et j'ai su que j'avais le pied sur la pédale. J'ai repris le contrôle de l'appareil et j'ai continué le virage à gauche. Et à ce moment-là, il nous avait touchés, je crois, dans le moteur, avec une grenade M79. Son chef de bord a été tué par des tirs ennemis. Behrens parvient à poser l'appareil. Lorsqu'il lance un appel de détresse, Behrens apprend que la zone d'atterrissage est trop dangereuse pour d'autres sauvetages. Il est seul en zone de guerre. Un hélicoptère Cobra américain tire avec son minigun le lendemain matin, touchant Baron et tuant son chef d'équipage par tir ami. Un tireur d'élite nord-vietnamien frappe plus tard, tuant un autre membre de l'équipage avant de tirer sur Baron, qui abat lui-même le sniper. Et à ce moment-là, il n'y avait que moi et Isaac O'Malley avec ce Ranger, et nous avons encore bougé, et vous savez, 2 Nord-Vietnamiens ont ouvert le feu sur nous avec leurs mitrailleuses. Et Zacho n'avait plus de munitions à ce moment-là, et j'ai tiré sur les 2 Nord-Vietnamiens et je les ai eus. Et Isaac a dit qu'il fallait y aller et commencer à se diriger vers le fond de la vallée d'Achao. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, ayant déjà été touché 5 fois et incapable d'aller plus loin. Alors, je lui ai dit de continuer et on en a discuté et il ne voulait pas me laisser, mais je lui ai dit de continuer. Alors il s'est levé et il a couru vers le fond de la vallée d'Achao. Et il a fini par être capturé le lendemain matin. Les Nord-Vietnamiens ne sont pas la seule menace à laquelle Baron, blessé, doit encore faire face, mais la zone de guerre elle-même. Le dimanche 25, je me suis traîné au milieu de la zone d'atterrissage et un chasseur est arrivé, le fantôme, il a largué une paire de bombes et elles sont tombées de chaque côté de moi. J'étais dans un petit cratère de bombes entre 2 troncs d'arbres. Et les bombes sont tombées de chaque côté de moi et m'ont projeté, moi et les troncs d'arbres, dans les airs. Et c'était presque fini pour moi. Des Rangers rencontrent Baron en poursuivant l'ennemi. Ils laissent leurs gourdes à Barons assoiffés, hésitant à le quitter. Fred Behrens est évacué pour raisons médicales peu de temps après. Ses blessures le suivront toute sa vie. J'ai passé presque 1 an à l'hôpital,
d'abord en tant que patient hospitalisé, puis en tant que patient externe. Eh bien, je suis toujours un patient externe, mais j'ai été soigné en tant que patient hospitalisé de façon très fréquente pendant plusieurs années après. Et ça, vous savez, beaucoup de ces blessures ne guérissent pas vite. Mai 1971. Car quand je suis parti, il n'y avait pas vraiment de problème de drogue, mais quand je suis revenu, je pense que c'était devenu un gros problème, surtout pour ceux qui allaient au Vietnam, ils y avaient un accès facile. Je sais que la marine était très stricte si on vous attrapait à vendre de la drogue ou des choses comme ça. Mais j'ai dit que j'en ai vu plus en sortant de la marine qu'en y entrant. Tu n'avais aucun problème avec les gars avec qui tu étais toujours. Tu sais, on veillait tous les uns sur les autres, mais beaucoup des nouveaux qui arrivaient, et il y avait de la drogue. Beaucoup de drogue commençait à circuler. Et tu sais, les choses commençaient vraiment à changer. Et j'étais plutôt content d'être parti à ce moment-là. Tu sais, en lisant et en entendant les infos le soir après être rentré chez moi, je me disais, eh bien, je suis content de ne pas avoir été là à ce moment-là. Le député Robert Steele du Connecticut et Morgan Murphy de l'Illinois sont revenus d'une visite au Vietnam avec une affirmation surprenante. 15% de tous les militaires là-bas sont dépendants de l'héroïne. Même si l'armée réduit ce chiffre à 2%, Richard Nixon ne prend pas cela à la légère. Il avait auparavant soumis une législation pour la réforme de l'application fédérale des lois sur la drogue et le 17 juin 1971, Richard Nixon demande 155 millions de plus pour les programmes nationaux. Le plan du président Nixon, d'un montant de 14 millions de dollars, vise à augmenter le budget de l'administration des anciens combattants afin d'établir des centres de dépistage et de réhabilitation au Vietnam. Les soldats sont désormais tenus de se soumettre à un test de dépistage de l'héroïne avant de rentrer chez eux. Près de 20% s'identifient eux-mêmes comme toxicomanes à l'héroïne, tandis qu'un chiffre stupéfiant de 45% de tous les soldats ont consommé de l'opium ou de l'héroïne au moins une fois. La consommation de drogue était une échappatoire à un véritable cauchemar, et c'est aussi quelque chose qui menace de créer encore plus de cauchemars pour les militaires au Vietnam. Le président Nixon continue de se débattre sur le front intérieur. Il doit tenir sa promesse de campagne de mettre fin à la guerre. Cependant, les médias continuent de critiquer la guerre au Vietnam tandis que Nixon prend toutes les mesures possibles pour y mettre fin. Cela devient un cercle vicieux. Une fois que des actions secrètes, comme les premiers bombardements du Cambodge, sont découvertes, elles reçoivent des critiques des médias et creusent encore davantage le fossé entre le président et le public. Une atmosphère de méfiance entoure le gouvernement. Bientôt, tout part en vrille. Que sont les documents du Pentagone ? Il s'agit d'une étude secrète lancée par le secrétaire à la Défense Robert McNamara en 1967, sans que le président Johnson ne soit au courant. Elle a été menée et rédigée par des universitaires, des employés civils et des officiers militaires. Le rapport du groupe de travail sur le Vietnam du bureau du secrétaire à la Défense documente l'implication des États-Unis au Vietnam de 1945 à 1967. Certaines parties sont divulguées par un analyste qui s'oppose lui-même à la guerre, l'ancien officier du corps des Marines Daniel Ellsberg. En mars 1971, il fournit au New York Times des photocopies secrètes de recherche qui couvrent 47 volumes et 3000 pages de récits. Les documents révèlent les activités secrètes des 4 dernières administrations. L'aide de Truman aux Français contre le Viet Minh. La déstabilisation du Nord-Vietnam par Eisenhower et son aide à Diem pour prendre le pouvoir. Kennedy a fait du Vietnam un engagement et a permis aux généraux de renverser et d'assassiner Diem. La véritable raison du bombardement du Nord-Vietnam par les États-Unis en 1965. C'était une tentative de contenir la Chine et de l'empêcher d'entraîner tous les pays asiatiques dans une 3e guerre mondiale.
Il est également révélé que le gouvernement avait prévu, sous l'administration Johnson, de provoquer le Nord-Vietnam afin qu'il lance une attaque majeure pour justifier l'intervention américaine. Le golfe du Tonkin avait justement fourni cela. La guerre du Vietnam semble avoir été planifiée dès le début, avec des motivations différentes de celles communiquées au peuple américain. Le ministère américain de la Justice obtient une ordonnance restrictive contre la publication après que 3 volets ont été imprimés. Le New York Times et le Washington Post portent l'affaire devant les tribunaux et, le 30 juin, remportent une victoire à la Cour suprême par 6 voix contre 3, la Cour reconnaissant les droits du journal au titre du premier amendement. Privée de sa victoire juridique, l'administration Nixon inculpe Ellsberg et un complice présumé de chefs d'accusation pénaux en 1973. Ellsberg se rend aux autorités et un grand jury l'inculpe pour vol et détention de documents secrets. Cependant, le procès est annulé lorsqu'il est révélé qu'une équipe secrète de la Maison-Blanche, appelée les plombiers, a cambriolé le cabinet du psychiatre d'Ellsberg en septembre 1971. Les 2 hommes, Howard Hunt et J. Gordon Liddy, mèneront finalement à la chute de Nixon. À Paris, en France, les pourparlers de paix préliminaires entre Henry Kissinger et le négociateur nord-vietnamien, le duc Tho, sont au point mort. C'est-à-dire autour de la table de conférence. Kissinger engage le duc Tho dans des pourparlers de paix secrets hors de Paris. Nixon veut que la guerre se termine, surtout qu'il entame une année de campagne pour sa réélection. Le Nord-Vietnam veut la liberté de maintenir ses propres troupes au Sud-Vietnam ainsi qu'une fin au bombardement américain. Mais le Nord-Vietnam est déterminé à obtenir plus de poids dans les négociations et leur méthode pour y parvenir est sans précédent. 20 mars 1972. Avec les forces américaines réduites à seulement 69 000 au Sud-Vietnam, les Nord-Vietnamiens décident de frapper alors que leurs adversaires sont au plus bas et le moins bien défendus. Leur plan est conçu pour submerger les Sud-Vietnamiens par la force brute et gagner plus de territoire. Leur armement est renforcé par l'aide soviétique et chinoise, fournissant un total de 400 chars pour assurer la supériorité terrestre sur les Sud-Vietnamiens. L'offensive de Pâques commence à midi, avec les Nord-Vietnamiens attaquant le Sud-Vietnam sur 3 fronts avec des chars lourds et des unités d'artillerie. Ils traversent la zone démilitarisée et la frontière laotienne. L'attaque est aussi un test pour Nixon et sa politique de vietnamisation, alors qu'il était le plus vulnérable politiquement. 2 divisions nord-vietnamiennes, soit environ 30 000 soldats, ont traversé la zone démilitarisée pour entrer dans le nord du Sud-Vietnam. 3 divisions sud-vietnamiennes sont prises par surprise et rapidement submergées. Seule une division est expérimentée, tandis que les 2 autres n'ont pas plus de 6 mois. Elles sont également attaquées alors que 2 divisions échangent leur position et sont rapidement submergées. Beaucoup de soldats sud-vietnamiens inexpérimentés se mettent à l'abri au lieu de rester derrière leur artillerie pour retenir l'ennemi. Les divisions de l'ANV avancent vers le sud en direction de Quang Tri, située juste au nord de la ville dévastée de Hue. Une autre division attaque depuis l'ouest, en provenance du Laos, et se dirige vers la vallée de la rivière Quang Tri. Les Nord-Vietnamiens ont intelligemment synchronisé leur offensive avec la mousson saisonnière, qui offre une couverture nuageuse rendant les frappes aériennes des forces américaines pratiquement impossibles. Pour aggraver les choses, de nombreuses forces sud-vietnamiennes sont soit inexpérimentées, soit incompétentes. Le camp Carol, une base située entre les forces nord-vietnamiennes et la ville de Quang Tri et comptant 1500 soldats, capitule sans presque aucun coup de feu tiré. Une autre base, My Loc, est également abandonnée. Les Sud-Vietnamiens qui contre-attaquent ne parviennent pas à arrêter la machine de guerre nord-vietnamienne qui les submerge ou les force, ainsi que les civils, à fuir. Les forces nord-vietnamiennes,
prennent la ville de Quang Tri le 2 mai. Mais les Sud-Vietnamiens auront leur heure de gloire dans la ville d'An Loc. Située entre Saigon et un bassin au Cambodge, les Nord-Vietnamiens accordent une grande importance stratégique à An Loc. Le 8 avril 1972, les Nord-Vietnamiens déciment Loc Ninh, une petite ville située à 32 km au nord d'An Loc. Alors que plus de 35 000 soldats convergent vers la ville, les forces sud-vietnamiennes anticipent l'invasion. Et, avec seulement environ 7 500 hommes et isolés par les forces ennemies, ils savent qu'ils doivent tenir bon. Les Nord-Vietnamiens arrivent le 13 avril mais se retrouvent incapables de pénétrer dans la ville, tenus en échec par les Sud-Vietnamiens. Le 19 avril, l'armée de l'air américaine parvient à intervenir avec un soutien aérien. Lorsque les forces ennemies lancent une attaque totale contre la ville, le 11 mai, elles se heurtent à des troupes sud-vietnamiennes déterminées, ainsi qu'au bombardement de plusieurs B-52. Leur ultime tentative a lieu le 12 mai, mais elle est également stoppée car les soldats sud-vietnamiens bénéficient désormais de renforts. 66 jours après son début, le 18 juin, la bataille d'An Loc est terminée. Pour le Sud-Vietnam, c'est une victoire obtenue grâce à l'intervention de la puissance aérienne américaine. Con Thuong, dans les hauts plateaux du centre du Vietnam, revêt également une importance stratégique pour les Nord-Vietnamiens. Prendre la capitale leur permettra effectivement de couper le Sud-Vietnam en deux. Pour défendre Kon Kon Tum, il y a deux corps dirigés par le lieutenant-général Noel Thu et le deuxième groupe d'assistance régionale américain dirigé par le conseiller civil, le lieutenant-colonel John Paul Van. Van reçoit des renseignements sur une bataille imminente plus tôt dans l'année et a intensifié les attaques de B-52 en février et mars, tandis que Chu rassemble ses forces de l'ARVN pour la catastrophe à venir. Le 23 avril, au milieu de l'offensive de Pâques, les Nord-Vietnamiens attaquent Ton Can, situé à proximité, qui est protégé par la 22e division du Sud-Vietnam. Les chars et l'artillerie ennemis ont rapidement submergé la 22e division en pleine panique. Alors que les chars nord-vietnamiens entrent dans Ton Can en deux colonnes le lendemain, les 900 soldats de soutien de la 22e division paniquent et commencent à fuir. Sans espoir d'une extraction aérienne et avec la majorité de l'unité piégée dans la base, la situation est chaotique. Comme le note le lieutenant-colonel Van lorsqu'il arrive à Tan Ton Kin dans son hélicoptère sous de violents tirs, une grande partie de cette situation est due au manque de sang-froid du colonel Dot de la 22e division. Van évacue environ 50 blessés et de nombreux civils, et il fait de son mieux pour rallier les troupes au sol qui sont rapidement submergées par les forces envahissantes. Pour cela, ainsi que pour avoir dirigé des frappes aériennes sur les positions ennemies de chars et de batteries anti-aériennes, le lieutenant-colonel Van devient le premier civil depuis la Seconde Guerre mondiale à recevoir la Distinguished Service Cross. Les Nord-Vietnamiens continuent leur avancée vers Tan Con et Van craint pour l'armée dirigée par Thu, déjà en proiteux à la panique. Van relève Thu de ses fonctions et prend le commandement des forces du 2e corps de l'ARVN. Thu est envoyé à Saigon et remplacé par le major Thuan. Le colonel Ba et sa 23e division de l'ARVN expérimentée sont également dépêchés. Le 13 mai, l'artillerie ennemie et les chars attaquent An Kon Tum à la fois par le nord et par le sud. Ils sont repoussés à la fois par les lance-missiles M72 Low et les missiles TOW. L'arme anti-char légère est une arme portable à usage unique, à jeter après avoir tiré sa charge, un missile anti-char de 66 mm. Pesant seulement 2,5 kg, le LE pouvait résister aux éléments car la roquette était scellée dans le tube de lancement. Il se révélera crucial à Kon Tum. Les Nord-Vietnamiens ont continué à attaquer par intermittence pendant les 3 jours suivants. Le 16 mai, ils sont bombardés sans relâche par un B-52 brisant leur élan vers l'avant.
Vaughn dirigera 300 frappes de B-52 au cours de la bataille. Les attaques continuent pendant les 2 semaines suivantes, culminant avec la bataille finale pour Kontum. Le 26 mai 1972. C'est tôt le matin. Les Nord-Vietnamiens commencent leur attaque sur Kontum depuis le nord avec des chars et de l'infanterie. Le soutien aérien d'un hélicoptère d'attaque détruit 9 chars, 2 mitrailleuses et un camion. L'attaque s'arrête à peine après le lever du soleil. Mais à la tombée de la nuit, les Nord-Vietnamiens passent à la vitesse supérieure et attaquent de nouveau. 2 frappes de B-52 les neutralisent. Le 27 mai 1962. Le 44e régiment s'est réveillé le lendemain matin pour trouver des chars ennemis à 50 yards de leur bunker. Il y avait, semble-t-il, une faille dans le périmètre défensif. Si les chars avancent davantage, ils envahiront Kontum et prendront la ville. Ils sont arrêtés par des missiles Low. Le lendemain, les Nord-Vietnamiens ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs bâtiments et bunkers dans la ville. Cependant, ils sont livrés à eux-mêmes, car les approvisionnements sont coupés par le soutien aérien des Alliés. Vaincus, les Nord-Vietnamiens commencent une retraite le 6 juin. Ce qu'il reste de leurs forces est éliminé lors d'un ratissage bâtiment par les forces sud-vietnamiennes. Le 9 juin, la ville de Kontum est déclarée entièrement sécurisée. Une note tragique concerne le lieutenant-colonel Vaughn. Alors qu'il est transporté dans son hélicoptère après la victoire cette nuit-là, son pilote ne voit pas un bosquet d'arbres dans le brouillard. Eh bien, j'ai travaillé dans l'unité des Grands Brûlés pendant un certain temps, et nous avions entre 75 et 85 blessés par hélicoptère. Des brûlures de pilotes d'hélicoptères qui se sont écrasés avec leur appareil, et nous devions entrer avec un masque, une blouse, des gants, etc. Nous prenions de l'eau stérile, nous lavions leur corps. Ensuite, nous prenions ces grands pots de ce que nous appelions du sulfamylon, qui était une crème antibiotique. Nous y plongions nos mains et nous enduisions littéralement leur corps de cette crème. 17 juin 1972. De retour à Washington, D.C., le gardien de sécurité du siège du Comité national démocrate au Watergate remarque des signes d'effraction. Du ruban adhésif recouvre les serrures du bâtiment. Lorsque la police arrive, elle attrape 5 cambrioleurs qui ont des liens avec le comité de réélection du président Nixon. Ils avaient mis les téléphones du Comité national démocrate sur écoute et photocopié des documents secrets. Le 30 avril 1973. Le 17 juin dernier, alors que j'étais en Floride pour essayer de me reposer quelques jours après ma visite à Moscou, j'ai appris pour la première fois par les informations qu'il y avait eu une effraction au Watergate. J'ai été consterné par cet acte insensé et illégal. Et j'ai été choqué d'apprendre que des employés du comité de réélection figuraient apparemment parmi les coupables. J'ai immédiatement ordonné une enquête par les autorités gouvernementales compétentes. Le 15 septembre, comme vous vous en souviendrez, des inculpations ont été prononcées contre 7 accusés dans cette affaire. Nixon niera toute implication dans l'effraction du Watergate. Mais pendant plusieurs jours après, le président avait secrètement versé des pots de vin aux 5 cambrioleurs et à leurs 2 complices. Ses plans ultérieurs sont de demander à la CIA d'arrêter l'enquête du FBI. Le scandale du Watergate ne sera pas la seule chose qui reviendra hanter le président. La nation est stupéfaite lorsque, dans l'édition du 19 juin 1972 de Newsweek, le chef du bureau de Saigon du magazine, Kevin Buckley et Alexandre Shimkin, révèlent l'opération militaire. Speedy Express de décembre 1968 à mai 1969.
L'opération était une offensive terrestre menée par la 9e division américaine, conçue pour éliminer les hostilités du Viet Cong dans la province de Kien Hoa, dans le delta du Mékong. Le commandant de la 9e division américaine, le général de division Julian Ewell, devient connu au sein de l'armée sous le nom de boucher du delta. Il semble apparemment mesurer le succès au combat par le nombre de morts comptabilisés. Newsweek affirme qu'environ 5000 civils ont été tués au cours de l'opération. Le nombre de morts là-bas, écrit Buckley, faisait paraître le massacre de My Lai dérisoire en comparaison. En s'entretenant avec l'hôpital civil voisin de Bentray, Buckley note qu'environ 1431 civils ont été blessés par des tirs amis au cours de l'opération Speedy Express. Paris, France. Kissinger mène sa guerre diplomatique lors des longues négociations préliminaires de paix à Paris. Enfin, après 2 ans, en octobre 1972, les deux parties parviennent à un accord de cessez-le-feu. Les troupes américaines partiront et les prisonniers de guerre seront libérés. Le président Nixon suspend tous les bombardements le 22 octobre. Quelques semaines plus tard, le 7 novembre 1972, le président Nixon remporte à nouveau la présidence par une victoire écrasante, ayant obtenu 60% des voix face à son adversaire, George McGovern. Grâce aux initiatives audacieuses de l'Amérique, 1972 restera longtemps dans les mémoires comme l'année des plus grands progrès vers une paix durable dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La paix que nous recherchons dans le monde n'est pas cette paix fragile qui n'est qu'un simple intermède entre deux guerres. Les pourparlers de paix de Paris, bien sûr, se poursuivent depuis 1968. Et, vous savez, ils disaient qu'ils se disputaient sur la taille de la table ou quoi que ce soit, juste pour faire traîner les choses, parce qu'ils essaient encore de prendre assez de temps pour élever une nouvelle génération de jeunes hommes à envoyer se faire tuer. Mais la guerre est loin d'être terminée. Le dirigeant du Sud-Vietnam, Nguyen Van Thieu, exige des conditions pour le traité qui font reculer les négociations avec Hanoï, alors que les discussions se terminent le 13 décembre. Quel avenir pour les pourparlers de paix de Paris? Je pense que le type de discussions qui ont eu lieu lors des pourparlers de paix de Paris ne sont pas affectés par des hauts et des bas temporaires comme les négociations privées. Je suis donc sûr que le ministre Xuan Thuy et l'ambassadeur Porter trouveront de nombreux sujets pour s'accuser mutuellement. Nixon, désireux d'en finir avec la guerre, promet au Sud-Vietnam $1 milliard en matériel militaire, ainsi qu'une promesse d'intervention américaine en cas de nouvelle agression du Nord-Vietnam. Quant au Nord-Vietnam, ils échangent des accusations et des reproches avec les États-Unis, ce qui conduit à leur rejet de la paix et à la frustration du président. Nixon devra leur rappeler la puissance de feu dont disposent les États-Unis et ne leur laisser d'autre choix que de négocier. Nixon donne à Hanoï 3 jours pour reprendre les négociations, avec la promesse de conséquences graves dans le cas contraire. Hanoï ignore l'ultimatum et s'apprête à subir la fureur du président. Ainsi commence l'opération Linebacker II, également connue sous le nom de bombardement de Noël. Et ça aurait été vraiment facile pour nous de faire décoller ces B-52 et, vous savez, de ravager le Nord-Vietnam et de miner à nouveau le port de Haiphong. 18 décembre 1972. En 3 jours, 207 bombardiers B-52 répartis entre les bases de Guam et de Thaïlande. Et plusieurs avions de soutien sont préparés pour cette frappe aérienne sans précédent dans la guerre contre le Nord-Vietnam. Les cibles de cette première vague de bombardiers sont les aérodromes nord-vietnamiens de Kep, Phu Quoc et Hoa Loc, ainsi qu'un complexe d'entrepôts à Yen Vien. Les deuxième et troisième cibles sont Hanoï elle-même.
L'opération Linebacker ne devait durer que 3 jours, mais le président décide de la prolonger. Alors que les avions continuent de cibler les aérodromes, les centres de transport et les sites industriels comme les dépôts de pétrole, une partie d'un hôpital est accidentellement bombardée. Alors que la 3e phase de l'opération Linebacker 2 se poursuit, le 26 décembre, Nixon parvient à convaincre Hanoï d'accepter de reprendre les discussions le 2 janvier. Rencontrant toujours de la résistance de la part du président sud-vietnamien Thieu, Nixon finit par menacer de signer la paix sans lui. Le Sud-Vietnam finit par accepter. Le bombardement de Noël prend fin le 29 décembre. 2000 sorties ont été effectuées, larguant 35 000 tonnes de bombes. Le Nord-Vietnam est en ruine, avec 25% de son pétrole et 80% de sa capacité électrique détruite. Environ 1624 civils nord-vietnamiens sont tués. Les troupes sont parties depuis le début de 72. Tu sais, ils les retirent toutes et réduisent les effectifs. Les seules personnes que nous avions là-bas à la fin de 72 étaient des conseillers. Et l'armée sud-vietnamienne se débrouillait très bien toute seule. Nous n'avions que des conseillers là-bas. Et nous ne l'avons pas fait. Nous le savions. Nous savions qu'ils allaient arriver. Ils n'arrêtaient pas de dire « Vous voyez, ils vont partir. Ils vont vous laisser ici. Ils n'allaient pas vous garder pour toujours. » Et puis les bombardements ont recommencé. Mais ce n'était pas grand-chose. Nous ne les entendions pas. C'était en dessous d'un certain parallèle. On les entendait crier à ce sujet, évoquant les agresseurs américains, et on voyait parfois un avion de reconnaissance passer au-dessus. Lors des bombardements de Noël 1972, la moitié d'entre nous a été évacuée vers la frontière chinoise. Et dans un camp là-haut. Mais les B-52 ont fini par mener, à la fin de 72, les missions prévues depuis 1965, et en 60 jours, nous étions rentrés chez nous. Oui, je veux dire, ils ont presque paralysé le Nord-Vietnam. Ils ne s'en seraient pas remis seuls. Ni la Chine ni la Russie ne pouvaient les aider. Seuls nous pouvions les reconstruire. Alors ils ont commencé à parler sérieusement et ont organisé la libération des prisonniers de guerre. Le 12 décembre 1972. Tout n'a pas été vain. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous réorganiser et de réévaluer. Et Rome ne s'est pas faite en un jour, et nous ne pouvons pas surmonter toutes les injustices ou faire de ce monde un monde parfait du jour au lendemain. Mais nous sommes en bonne voie. Nous allons le faire avant que ce soit terminé. Après avoir quitté la présidence, Lyndon B. Johnson est retourné dans son ranch à Stonewall, au Texas. En 1971, la bibliothèque publique Lyndon B. Johnson ouvre ses portes à Austin, au Texas. Ayant souffert de problèmes cardiaques ces dernières années, le président Johnson subit une crise cardiaque massive le 22 janvier 1973. Le président Lyndon B. Johnson meurt le 22 janvier 1973 à l'âge de 64 ans. Sa mort survient un mois après celle de l'ancien président Harry S. Truman et un jour avant un événement historique de la guerre du Vietnam. Le 23 janvier 1973. Épuisé par les bombardements de Noël et déjà affaibli par l'offensive de Pâques, les Nord-Vietnamiens sont peu en mesure de refuser le traité d'octobre qu'ils avaient auparavant abandonné. Le Nord-Vietnam et les États-Unis ont signé les accords de paix de Paris le 23 janvier 1973. Mais la guerre au Vietnam n'est pas terminée. Ni là-bas, ni chez nous. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la production de contenu historique, aimez,
commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.